Bonjour à tous et bienvenue au podcast RPM. Mon nom est Samuel Tremblay-Michaud et quel plaisir de vous accueillir pour un tout nouvel épisode du podcast RPM. Aujourd'hui, on reçoit pour une deuxième fois Pierre Michaud parce que Pierre, le premier épisode qu'il a fait, c'est lui qui a été le plus écouté. Donc, on espère avoir autant d'écoute encore aujourd'hui, mais aussi parce que Pierre est une bible de l'automobile, connaît beaucoup de choses dans le domaine et j'ai envie de l'amener aujourd'hui sur l'industrie automobile. Je le sais que c'est un sujet qui vous touche, un sujet qui nous touche personnellement également parce que les voitures coûtent cher. Qu'est-ce qu'on fait? Hybride, électrique, à essence? Est-ce que je continue à pouvoir acheter des véhicules qui se réparent bien? Où est-ce qu'on s'en va avec les nouvelles technologies? Bref, il y a plein de questions qu'on peut élaborer dans l'univers automobile actuellement. Et Pierre, il en connaît beaucoup, donc on va aller avec lui se promener entre les différences de qu'est-ce que lui a connu au début à aujourd'hui. Donc, certain que ça va être un épisode très pertinent. Comme à l'habitude, je prends 2 petites secondes pour remercier Automobile en direct de nous permettre de faire ce podcast-là. Merci beaucoup d'être avec nous. Et je veux aussi vous remercier d'être là. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. C'est un immense plaisir de vous parler chaque semaine. Vous commentez, vous êtes actifs. Gênez-vous pas de partager le podcast en grande quantité. Je vous aime bien gros, là. C'est bien le fun qu'est-ce qu'on fait ensemble. On parle de char puis c'est plaisant. Donc, j'aime ça faire ça. Puis c'est grâce à vous que je peux le faire. Donc, merci énormément. Je vous rappelle que c'est un podcast qui est filmé. Donc, on est sur YouTube, mais vous pouvez aussi l'écouter à l'audio sur Spotify, Apple Podcasts et sur le rpmweb.ca. Donc, ça commence dans les prochaines secondes. Restez bien branchés. Puis moi, je vous dis à tantôt. Bye bye! OK, salut Sam! Salut! J'ai envie de m'acheter un véhicule hybride, OK? Parce que je suis pas prêt à faire le saut vers l'électrique. OK, t'hésites encore. Vraiment, j'ai pas de budget, mais je me magasine une voiture qui va être le plus économique possible. Fait que je veux une voiture hybride qui va vraiment consommer le moins d'essence possible. C'est ton seul critère. Mon seul critère, c'est ça. On va trouver ça sur le site d'Automobile en direct. On applique le filtre pour avoir un équipement des voitures hybrides. Oh, il y a carburant, on peut aller choisir hybride. Oui, exactement. Oh, quand même, on a du Volvo XC60BC. Ça, c'est un hybride léger. Ça ne sera pas très avantageux pour la consommation. Oh, Corolla hybride, ça, dans RPM, on a eu des scores de consommation très bons avec ça, dans le 4 litres au 100. Très bonne valeur de revente aussi. D'ailleurs, on le voit, hein, parce que 2023 à 30 000 quand même. Pour 52 000 kilos, 52-53. C'est quand même beaucoup de kilomètres pour le peu d'années qu'il a roulé. Oui, mais honnêtement, c'est un véhicule d'une très grande fiabilité. Moi, ça ne m'inquiète pas du tout. Beaucoup moins que le Dodge Hornet juste à côté. Oui, ça risque d'être pas mal plus difficile. Là. On va s'en tenir là. Oui. Kia Niro EX, ça pourrait faire côté familial, mais ça consomme quand même un peu plus qu'un... 140 000 km aussi, quand même. Plus de kilométrage. Ici, on a une plug-in hybride, hybride rechargeable. Ioniq, mais pas la Ioniq 5, juste la Ioniq. Oui, c'est ça, la petite voiture qui a été quand même assez populaire. Oh, un Maverick XLT Super Pro. Ça, j'aime ça. Ouais, c'est bien le fun comme format de véhicule, mais tu sais, ça consomme un peu plus parce que c'est un pick-up. C'est une camionnette. Ouais, mais oui, c'est ça. Donc, il n'y a comme pas de miracle à faire de ce côté-là. Une autre Corolla hybride ici, 2020. La Chevrolet Volt, c'est bien quand même aussi, niveau de consommation. Oui, là, c'est parce que là, c'est une hybride rechargeable, ça, là. Mais moi, je suis ouvert. Ah, t'es ouvert? Tu veux sauver du gaz, OK. Ben oui. Fait que peu importe ce que c'est, tant que tu as de l'autonomie, là, finalement. C'est ça. Corolla. Regarde, j'aime ça, une Camry hybride aussi. Camry hybride, ça, c'est bon aussi. Mais c'est sûr que là, si tu me rajoutes les hybrides rechargeables, là, c'est un autre paire de manches. Non, mais tu sais, je suis ouvert dans le sens que si ça vaut la peine de faire le saut, je suis prêt à faire le grand saut, mais pas vers l'électrique. Oui, je comprends. Toyota Prius Prime, ça peut être intéressant aussi. Il y a quand même du beau choix. Hein? Oui, on a du beau choix. Puis là, ben écoute, j'ai pas le choix d'aller pour la Chevrolet Volt ici. Ah ouais, hein? Tu sais, parce que 2019, quand même, c'est une voiture qui a 5 ans, moins de 50 000 kilos. Ça n'a pas beaucoup roulé. Quand même intéressant. 23 000 Elle a une belle couleur aussi, je trouve. Oui, c'est différent quand même. De petites couleurs. Moi, j'aime les voitures avec les couleurs un peu différentes aussi. Puis ce qu'il y a de le fun avec cette voiture-là, je le disais un peu, c'est une voiture hybride rechargeable. On est à facilement 80 km d'autonomie électrique. Ah ouais, hein? Fait que tes déplacements quotidiens, tu fais ça en électrique. Si tu veux aller plus loin, ben, je veux dire, tu as de l'autonomie en masse tant que tu as de l'essence dans le réservoir. Il faut savoir une chose, par exemple. Ça, tu n'en as pas parlé d'un critère, fait que j'en ai pas tenu compte. Une voiture qui a peut-être un peu moins d'espace à l'arrière, espace de coffre plus difficile, mais pour l'économie, c'est le choix à faire là-dedans. Puis la fiabilité, quand même pas pire. Oui, ça a bien d'allure. La garantie est très bonne aussi. Ils ont eu quelques petits problèmes, notamment avec le levier de vitesse. Là. Il y a un interrupteur dans le levier de vitesse qui peut flancher, mais c'est couvert par la garantie Voltec, là, qu'on appelle chez GM, qui monte à 160 000 kg. Donc, c'est un très bon choix. Un choix satisfaisant, c'est le Chevrolet Volt Premier. Merci, Sam. Bienvenue. Pierre, bonjour. Salut. Quel plaisir de te retrouver pour une deuxième fois au podcast RPM. Écoute, je suis surpris et
agréablement content. Mais surpris, mais en même temps, tu le vois comme moi, les statistiques, tu sais que ton podcast, c'est lui à date qui a eu le plus d'écoute. Apparemment. Oui, mais tu le sais un peu. Là. Ben oui. Ça te flatte un peu quand même. Là. Ben, en fait, c'est pas une question d'être flatté, mais c'est une question de dire c'est peut-être une récompense pour toutes ces années de travail. J'espère. C'est toujours ça c'est comme ça qu'on regarde. C'est est-ce qu'on récolte les fruits du travail qu'on a accompli? Ça fait partie de la motivation. Écoute, tu as eu des bons commentaires, tu as eu beaucoup de visionnements, il y a des gens qui t'ont dit qu'ils étaient très contents de t'avoir écouté au podcast, puis nous, on a profité de ça pour te réinviter au podcast RPM, parce que ça a tellement été un bon succès qu'on s'est dit 2 fois, mais c'est pas de trop, là. Ouais, mais use-moi pas trop. Promis, OK? On va pas trop teaser. Mais aujourd'hui, tu sais, la première fois qu'on a parlé ensemble, on a discuté un peu de ton parcours, on est revenu sur ta carrière. Ouais. Là, aujourd'hui, j'ai envie de t'amener dans une réalité qui touche tout le monde qui va écouter ce podcast-là, où est-ce qu'on va parler de l'industrie automobile d'aujourd'hui. Justement, ça fait plus de 25 ans qu'RPM existe. Tu es dans l'industrie depuis plus de 25 ans également. 35. 35, tu en as vu des choses, tu en as vécu des affaires. Puis j'ai envie de en te lançant tout de suite en partant sur qu'est-ce que tu as vu de grosses différences entre toi qui as commencé dans l'industrie automobile à toi aujourd'hui. T'as-tu rencontré une tendance qui change? T'as-tu vu, par exemple, des manières de faire qui ont complètement bouleversé ton métier de journaliste automobile? C'est un tsunami. Là. Sérieux, là, actuellement, là, c'est un tsunami qui frappe l'industrie de l'automobile à l'échelle mondiale. Puis c'est rendu d'une complexité presque indescriptible. Donc, c'est un univers qui a profondément changé et qui est en changement aussi constant actuellement. C'est une industrie qui a des défis à relever qui sont majeurs, puis qui est en retard dans ses décisions. Puis ça, elle le paye très cher actuellement. Évidemment, ça n'en vend pas l'industrie, mais il y a beaucoup de monde qui souffre énormément de mauvaises décisions qu'ils ont prises il y a 10 ans. Donc, oui, c'est un tsunami dans l'industrie. Pour le moment, là, c'est comme ça que je l'analyse. C'est quoi le genre de mauvaise décision que certains constructeurs ou membres de l'industrie auraient pu prendre dans les 10 dernières années, selon toi? C'est le tournant, le virage technologique qui arrive tout le temps, à chaque décennie dans l'industrie. Depuis que je suis dans ce monde-là, il y a toujours une révolution ou en tout cas une certaine évolution technique. On n'a qu'à penser aux moteurs. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas de débat là-dessus, les moteurs. Je veux dire, plus tu pouvais arracher l'asphalte, puis tout arracher, plus c'était le fun. Puis à un moment donné, ça s'est mis à dire, là, il faudrait peut-être essayer de penser à la consommation. Les moteurs, il faut les changer, il faut les améliorer. Il y a eu l'arrivée de la popularité des 4 cylindres. Avant, c'était des 8 cylindres. Après ça, c'était des 6 cylindres. Là, c'est des 4 cylindres, des 3 cylindres. Puis à un moment donné, il n'y aura plus de cylindres. C'est ça qui va arriver. Ouais. Donc, à chaque étape, il y a eu des changements technologiques pour l'industrie. Mais fondamentalement, à la base, ce qui est différent, c'est que il y a une différence entre une évolution technologique et une révolution technologique. Et c'est là qu'il y a une grosse différence actuellement. C'est que l'industrie n'a pas à réinventer ou à améliorer une chose qu'elle contrôle très bien, une technologie qu'elle contrôle bien, mais plutôt créer une nouvelle technologie qu'elle ne connaît pas du tout et dont l'infrastructure qu'elle possède n'est pas adaptée du tout à ça. On n'est pas dans l'optimisation, on est dans le renouveau. Complètement. Tu sais, il faut changer, il faut partir sur une page blanche, puis écoute, là, il faut le faire. Tu sais. Quand tu penses à un constructeur automobile qui a des dizaines d'usines dans le monde, qui engage des dizaines de milliers de personnes, qui construit des voitures en quantité incroyable et que c'est rentable de le faire, puis tout d'un coup, tu te dis, là, toute ton infrastructure que tu viens de moderniser durant la dernière décennie, il faut l'optimiser, la robotiser, mais toujours en gardant la même plateforme, là, l'automobile conventionnelle, là, c'est plus bon. Fait que tout l'argent que tu as mis là-dedans, non seulement il faut que tu lâches ça, mais il faut que tu réinvestisses, puis souvent beaucoup plus d'argent dans une nouvelle technologie. Donc, ça prend... Tu ne peux pas reprendre les vieilles usines, ou en tout cas, très rarement, ils le font. Faut que tu convertisses. Ça leur coûte un bras. Oui, mais il faut que tu les convertisses. Mais écoute, des fois, rénover une maison, là,
ça va jusqu'à un certain point. À un moment donné, tu dis non, là, je rénove pas ça, je mets ça à terre puis je construis de quoi de neuf. Ouais. C'est un peu le même principe dans l'industrie de l'automobile. Tu sais, l'usine, à un moment donné, là, tu veux bien la rénover, la restaurer, mais là, à un moment donné, ça marche pas. Tu sais. T'es mieux de mettre ça à terre. Puis c'est ce qu'ils font souvent. Mettre l'usine à terre, puis ils en reconstruisent une autre sur le même site, mais ils en refont une autre, plus petite, plus efficace, etc. Donc, c'est extrêmement coûteux. Il y a plus de 1000 milliards de dollars qui est investi actuellement dans l'industrie mondiale pour le changement technologique, pour la fabrication des voitures électriques et la fabrication des batteries qui vont avec. Au-dessus de 1000 milliards de dollars. Et ça, c'est pour 2036, là. C'est pas pour dans 20 ans ou dans 30 ans, comme tout le monde pense, là. Tu sais, c'est que tout le monde investit leur argent, tous les constructeurs investissent leur argent sur la nouvelle technologie. Donc, quand ils vous disent « Ah, nous autres, on a une usine, on fait du multiplateforme, si vous voulez du hybride, il n'y a pas de problème. » La vraie réalité de ça, c'est simplement pour masquer le changement technologique profond qu'ils sont en train de préparer, pour essayer de rester en vie. Parce que ça, c'est un autre débat. Toi, tu penses-tu qu'ils vont rester sur le paramètre de 2035, la fameuse ligne 2035 Oui. qu'on entend parler des gouvernements, là, les voitures vont devenir électriques à partir de 2035 massivement. Crois-tu à ça? Ben, c'est-à-dire que ce à quoi je crois, c'est que la moitié des voitures en 2035 vont être électriques, vont être vendues. Tout ce qui va être vendu, ça va être électrique. Voitures et tout modèle confondu, même les camions légers, etc. C'est au moins 50% du parc automobile qui va être rendu à ce stade-là. Donc, c'est sûr que rendu là, il va y avoir là un moment charnière. Un tournant. Un tournant, de dire, bon, ben là, maintenant qu'on a passé le cap des 50%, on oublie ça. La voiture à combustion interne, on oublie ça. C'est terminé. Puis là, ben, on abandonne totalement cette technologie-là. Ça pourrait arriver plus vite, mais ça va dépendre du développement des batteries. Puis ça, ça fait partie des difficultés que tu parlais il y a quelques secondes? Tu me disais, les constructeurs, ils vont rencontrer des bonnes difficultés dans toute cette transition-là. C'est ça, la batterie, selon toi? Non, c'est que actuellement, l'industrie de l'automobile, ce qu'elle a à se soucier, c'est de rester vivante. Comment tu fais un changement technologique qui te coûte des dizaines, voire des centaines de milliards de dollars à faire, puis rester rentable? De le rentabiliser avec la vente de l'auto. Là. Ben oui, parce que ces compagnies-là sont toutes en bourse. Là. Fait que là, tu sais, leur valeur est en baisse, mais c'est pas pour rien actuellement. C'est leur niveau d'endettement qui augmente, tu sais. Puis, évidemment, l'incertitude face à l'avenir. Mais le changement technologique, tu sais, je veux dire, il y a un débat sur la place publique, mais quand tu fouilles comme faut en arrière, tu t'aperçois qu'il n'y en a plus de débat. Tout le monde est en train de rusher pour s'en aller vers l'électrification. Penses-tu qu'il y a des constructeurs qui ont, je vais dire le terme, surfé sur la vague de leur production qu'ils avaient déjà en se disant, ben nous, on est encore assez rentable dans notre production de véhicules thermiques, fait qu'on n'investira pas tout de suite dans l'électrique, mais qui ont trop tardé à le faire? Penses-tu qu'il y a des constructeurs qui se sont dit, garde, nous autres, on est bien là, on rentre du cash, puis on va attendre que le bordel pogne avant de commencer à investir? Ben, c'est carrément ça qui est arrivé. Et en même temps, il y a eu un lobby colossal fait auprès des gouvernements à l'échelle mondiale pour les empêcher de légiférer, pour restreindre justement la fabrication des voitures à moteur à combustion interne qui polluent et pour imposer des nouvelles normes en matière de voitures électriques. Tu sais, des normes de fabrication puis de volume de vente. Alors, tout ça, ça s'est fait au détriment de l'environnement, au nom de la rentabilité. Puis c'est ce qui est en train de nous faire crever toute la planète au complet parce que tout le monde sait ça que fumer, ça cause le cancer. Tu sais? Puis ça a pris du temps avant qu'à un moment donné, le monde se lève debout et dire « Hey, ça va faire, les médecins... tu sais, je dis, ça s'est fait à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, tu achètes un paquet de cigarettes, quand tu le regardes, il faut que tu sois vraiment convaincu que tu as envie de fumer une cigarette avant de la prendre parce que c'est dégueulasse qu'est-ce qui te montre. Ouais. Mais ça, c'est su depuis le début. Tu sais, on le sait que le pétrole, les pétrolières le savent que c'est en train de scraper la planète.
mais ils continuent à le faire. Ils n'ont pas fait les investissements pour vivre une transition en douceur, sous prétexte de la rentabilité. Il y en a qui ont réussi à le faire. Création d'emplois. Mais il y en a qui ont réussi à le faire. Il y a des constructeurs qui ont réussi à faire ça un peu quand même. Tu sais, je pense, exemple, aux Coréennes, ou je pense à Tesla, même, qui est une entreprise qui était déjà électrique à la base, tu sais. Oui, mais Tesla, c'est le phénomène. Il arrive toujours de quoi dans la société un choc, que ce soit au niveau politique, on le vit actuellement, là, ou que ce soit au niveau technologique, qui vient révolutionner. Tu sais. Quand tu penses à ça, là, moi, là, je me souviens de ça, utiliser un téléphone avec 2 maisons sur la même ligne. Oui, oui, oui. C'est spécial. Je suis pas si vieux que ça, là. non. Tu sais, je sais que t'es plus jeune que moi, pas mal. Ben, un peu. Un petit peu plus jeune que moi. Ouais. Mais j'ai vécu ça. Ah oui. Hey, lâche la ligne, c'est parce que là, je suis en train de parler avec mon chum, là. Tu te rappelleras tantôt. Raccroche la ligne, t'attends. Tu sais. Ouais. Bon. Puis, regarde aujourd'hui où on est rendu. Ça a transformé le monde, tu sais, la façon de communiquer, etc. Donc, l'industrie de l'automobile est sujette à ça aussi. Puis Tesla, c'est ce que ça représente. Lui est arrivé, il a décidé que ça allait être la voiture électrique, l'avenir de l'automobile. Puis ils ont mis les efforts. Il n'a pas fait ça tout seul, mais ils ont mis les efforts. Puis ils ont tenu tête aux constructeurs. Puis c'est un autre bel exemple que je peux te donner. Les constructeurs automobiles ont tout fait pour le faire crever. Oui, hein. Ils l'ont emmené en cours. Ils ont combattu sa façon de commercialiser parce que ça ne respectait pas les normes. Tu sais, ils ont tout fait pour l'arrêter. Il y avait même des actions dans sa compagnie qui ont vendu. Tu sais, parce qu'au lieu de profiter de la vision de cette compagnie-là, ils ont tout détruit ils ont tout essayé de détruire parce qu'ils ne voulaient pas que ça vienne toucher à le petit confort de constructeur. Les 2 pieds, ça bavette du poil, bien confortable, puis nous autres, c'est rentable. Ben oui! C'est ça. Ça pollue. Bon, c'est pas grave, ça. On rentre du cash. On rentre du cash. Ouais. Bon. Ben aujourd'hui, on est rendu là où on est rendu. C'est qu'il y a les constructeurs qui payent pour ça. Je trouve ça rassurant comment tu l'amènes, parce que tu me dis, c'est toujours un cycle, parce que ça devient un peu... puis tu sais, je vais prendre mon exemple, tu sais, moi qui commence dans le domaine, puis qui voit un peu tout ce chamboulement-là arriver, je me dis tout le temps, il va-tu y avoir encore une voiture personnelle dans les prochaines années? On va-tu continuer à avoir de la voiture comme on le connaissait aujourd'hui? Puis vois-tu, tu me dis, ben en même temps, c'est un cycle, puis à tous les fois, il y a eu des révolutions, puis ça avance, puis on change, mais ça veut pas dire qu'on va complètement enlever le modèle non plus. Moi, je ne sais pas. Puis, tu sais, avec tout ce qu'on vit actuellement, je me demande bien où c'est que ça va s'arrêter. Parce que on sait qu'avec la conduite autonome, maintenant, tu vas pouvoir laisser ton auto dans ton stationnement, puis tout d'un coup, tu vas avoir un petit message. « Ah, ben j'aurais besoin de ton auto, va aller faire une commission. » Puis le char va partir tout seul, va s'en aller chercher la personne, va aller faire les commissions avec la personne, puis va revenir ici, dans ton stationnement, c'est-à-dire à l'heure que tu veux, parce que toi, tu vas avoir besoin de l'auto, tu prévois d'en avoir besoin à telle heure pour retourner chez toi, par exemple. Alors, au lieu d'en avoir 1 million de voitures, il va peut-être y en avoir juste 250 000 qui vont faire la job. Puis on va régler un des problèmes majeurs qu'on vit aujourd'hui, c'est la congestion automobile dans nos villes. Alors, moi, je pense que on s'en va vers là, parce que la conduite autonome qui a été imaginée dans les années 50, tu sais, parce que si tu vas plonger dans les années 50, tu vas voir des concepts d'auto que si la petite famille est assise dans l'auto, puis l'auto, elle roule tout seul, puis ils ont une coupole de verre au-dessus d'eux autres. Oui. Puis là, tu sais, ils sont en train de jouer aux cartes, puis tu sais, à des jeux de société pendant que l'auto s'en va sur la route. Ça a été imaginé. À l'époque, il y a des gens qui pensaient déjà à ça. Puis, malheureusement, ils ne pouvaient pas avoir l'évolution technologique n'était pas rendue là, mais aujourd'hui, on est tout près, là. On est tout près, là. Tu sais, on est proche du 4 puis du 5, là. On s'en approche grandement, tu sais. Puis si c'était pas des débats sociaux qui tournent autour de ça, des enjeux économiques qui sont majeurs et, bien sûr, une certaine réticence de la part du marché et des gouvernements au niveau de la législation, tu sais, ça serait déjà encore beaucoup plus avancé. C'est juste que là, ils vont petit pas par petit pas pour pas trop faire peur au monde. Mais moi, je pense on en est rendu là. On s'en va en Europe, là. Ah oui, puis tu le vois aussi, même les voitures T'es sont couché dans l'avion. Ah oui? Tu es à 35 000 pieds. Ah oui? Puis c'est l'avion qui se rend tout seul, là. Là, c'est autopilote. Puis même que tu arrives en Europe, puis j'ai vu les petites voitures comme les Citroën Ami.
Tu sais, les genres de petites voitures que tu peux conduire à partir de 14 ans. Il y a Fiat qui fait la Tofino aussi, tu sais, que c'est des petits véhicules extrêmement urbains que tu conduis. T'as un pod, là, qu'ils appellent eux autres, là, que tu conduis d'un point A à un point B, tu le laisses là. Puis je me disais, vois-tu, tu sais, c'est une manière de voir un peu la transformation dans le milieu urbain de la mobilité. Puis ça, je pense que c'est déjà un exemple. C'est électrique, c'est tout petit, c'est du partage. Puis tu sais, tu as accès à un réseau de petites voitures comme ça. C'est assez intéressant de voir ça aller. Qu'est-ce que tu dis aux gens, Pierre, qui... Puis j'en fais partie, là. Moi, là, j'aime ça conduire, là, dans la ville. Moi, je suis un gars qui aime chauffer des chars. J'aime les bonnes vieilles transmissions manuelles. Toutes mes autos sont manuelles actuellement. J'ai encore du jus de dinosaure, là. Moi, c'est des chars au gaz que j'ai, là. Puis j'aime encore ça. Ben, t'es en retard. T'es en retard sur ta génération. Hey, toi! Non, mais écoute, c'est parce que, tu sais, on a des goûts personnels, mais il faut aussi comprendre aujourd'hui l'impact de nos choix. Ce qu'on n'a pas eu à faire, moi, ma génération n'a pas eu à faire ça. Moi, j'ai été gâté. Je suis né des bonnes années. C'est un peu ça que j'ai envie de te dire. Je suis jaloux, tu sais. Tantôt, tu me parlais de 8 puis de 6, puis c'était normal. Moi, j'ai connu des 4 cylindres turbo. C'était comme la grosse affaire. Puis là, tu sais, les 8 puis les 6, puis c'est des moteurs de voitures exclusives. C'est pas des moteurs que tu as accès. Tu sais, moi, j'ai pas conduit ça parce que je n'avais pas sur le marché. Puis maintenant, moi, mon fun d'avoir un Nissan Versa 2009 manuel 6 vitesses avec un 1,8 litres, là, ça me mettait le sourire au visage parce que justement, c'était manuel puis j'avais du fun avec ça. Bon, c'est correct. Ouais, mais aujourd'hui, là, mon plaisir là-dedans, là, on dirait que je me sens un peu la génération. Vous autres, vous allez avoir des chars autonomes, vous allez avoir des chars de même, puis fini le plaisir. T'sais, toi, tu disais tantôt, là, fallait que ça arrache l'asphalte, il fallait que ça tire, il fallait que ça avance. Oui. Ben, c'était le règne de l'automobile. Parce que l'automobile, à l'époque, c'était un sentiment de liberté. On s'identifiait à nos autos, tu sais. Aujourd'hui, les gens sont moins dans cette phase-là. Parce que ça coûte un bras. Dans le temps, nous autres, on changeait d'auto comme ça nous tentait, puis ça n'avait pas beaucoup d'impact sur notre portefeuille. Aujourd'hui, c'est une autre histoire. Tu sais, donc, ça coûte très cher. Et deux, les voitures, c'est plus un sentiment de liberté, là. C'est plus l'expression même de la liberté de mouvement. C'est plutôt un moyen de transport qui est là, puis qui est encore pratique si on ne tient pas compte de toutes les contraintes que ça amène. Ben, j'ai envie de te dire, je comprends qu'il y a peut-être une majorité qui est de même, mais je suis pas d'accord. Il y a du monde pour qui conduire une voiture aujourd'hui, c'est encore de quoi qui les passionne. Ben, moi aussi, j'aime ça encore conduire. Puis il y en a beaucoup, là, des gens, tu sais, des fois, on pense qu'il y a juste des gens qui veulent le point A au point B, mais ça a toujours été. Tu sais, quand t'achetais un cavalier, tu n'as pas dans le premier podcast, t'achetais un cavalier point A, point B, là. On s'entend, il y a toujours eu des voitures pour les gens qui voulaient juste se déplacer. Oui. Mais il y a toujours eu aussi cette communauté-là de gens qui désiraient avoir plus, tu sais. Mais là, c'est ça. C'est jusqu'où on peut aller dans la permission maintenant, alors que le niveau de la mer monte, que nos côtes sont en train de se défoncer, que les gens pognent le cancer en quantité industrielle à cause de la pollution atmosphérique. C'est des choses qu'on ne voit pas. C'est pas palpable. Mais les conséquences d'utiliser une voiture aujourd'hui sont catastrophiques pour l'environnement. Mais on peut aussi faire des gains ailleurs. C'est ça mon point. C'est que, tu sais, est-ce qu'on est obligé d'encore mettre ça sur la tête de la personne qui veut une voiture personnelle? Tu sais, les paquebots qui partent d'ailleurs dans le monde avec les cochonneries qui nous amènent d'un peu partout pour vendre sur nos marchés, puis les avions qui polluent énormément aussi. Tu sais, il y a des moyens de transport qu'on pourrait peut-être optimiser avant, me semble. Ben, ça se fait actuellement. Je veux dire, tout le monde est en train de... Ça, c'est le bon côté de la chose. Oui, ça amène ça. C'est qu'il y a énormément de recherche et de développement qui se fait dans tous les domaines du transport, même les bateaux, là, les trains, c'est partout. Là, il y a un énorme travail qui se fait parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est un point de non-retour qu'on a atteint. C'est pas le choix. Tu disparais si tu ne transformes pas ton produit en quelque chose qui, au niveau environnemental, a un impact neutre au niveau des émissions polluantes. Oui, là, il y a tout le débat de dire ça coûte, c'est plus polluant construire un char électrique, mais franchement, c'est pas très honnête d'agir comme ça. C'est vrai, mais c'est pas un argument. T'sais. C'est vrai que ça pollue plus construire une voiture électrique actuellement, mais après 2 ans, 3 ans, là, c'est le contraire. Tu as payé ton dû à l'environnement, puis quand tu continues à rouler l'auto, là, c'est payant pour l'environnement parce que tu n'émets plus d'émissions polluantes. Mais il faut au moins changer souvent. C'est ça que je comprenais là, dans les études que je lisais. Quelqu'un qui achète une voiture électrique devrait la garder théoriquement plus longtemps pour être capable de faire un impact. Ben non, parce que de toute façon, l'auto a continué à rouler pareil avec quelqu'un d'autre. Mais il faut qu'elle reste sur le marché. Elle va rester. Écoute, une voiture électrique...
sais, je veux dire, actuellement, on en a qui roulent là, à 350 000 km de parcouru, Ah, puis il oui. n'y a pas de problème. Oui, absolument. On en voit plusieurs, même des gens qui font ça. Ouais. Je suis curieux maintenant de t'entendre sur qu'est-ce qu'on a comme véhicule sur le marché actuellement. Tu sais, là, justement, tu disais tantôt, les voitures ont changé beaucoup, puis là, tu sais, on fera pas de la grosse politique aujourd'hui, toi puis moi, ensemble, parce qu'on c'est plate. on s'est plate, puis on est des gars de char. Non, Oui, j'aimerais ça. Ben, j'imagine. Comme le feeling, ça serait intéressant de Non, t'entendre on va là-dessus. s'en tenir. Mais j'ai envie de te parler par contre sur. Tu sais, là, on voit l'actualité qui bouge beaucoup, puis on entend des constructeurs qui nous amènent dans toute plein de gammes d'émotions. On a des constructeurs qui ont dit, nous autres, on s'en va full électrique dans 3 ans, toute notre gamme est rendue électrique. Et là, finalement, c'est de l'hybride. Là, finalement, on entend qu'il y a des constructeurs qui vont remettre de l'argent dans le pétrole, comme Porsche a annoncé il n'y a pas longtemps. On va développer des moteurs à essence finalement. Comment tu vois les chars qui sont sur le marché aujourd'hui? Tu sais, mettons, tu vas tu magasines une voiture, toi, là, tu t'en vas sur le marché des concessionnaires, puis tu t'en vas voir une voiture. Qu'est-ce que tu penses des voitures qu'on se fait offrir aujourd'hui? Elles ont de très grandes qualités, puis elles ont aussi de très grands défauts. Elles sont plus délicates, elles sont moins résistantes, elles sont plus capricieuses, font l'objet de énormément de rappels. Tu le sais, on comptabilise ça de plus en plus maintenant. On envoie des rappels quasiment toutes les semaines. Là. Sur le site rpmweb.ca, d'ailleurs, si vous voulez rire, là, nos pages de rappel augmentent, c'est incroyable. Ben oui. Incroyable. Et ça, c'est dû justement au mauvais contrôle de qualité parce que on dit, ouais, mais là, elles sont tellement rendues pleines de technologie, ces voitures-là, que là, elles sont trop complexes puis sont pas fiables. Pas vrai. La technologie, normalement, améliore la fiabilité, améliore le rendement. Sauf que ça dépend de quelle technologie on parle. Tu sais, tu peux avoir la même technologie sur différentes marques qui va faire la même chose, le même microprocesseur qui va avoir la même job de faire partir les balais d'essuie-glace, par exemple, par intermittence. Mais ce microprocesseur-là, le constructeur peut l'avoir payé 1 piastre, puis il y en a un autre qui peut l'avoir payé 2 piastres, puis l'autre 3 piastres. Ça dépend de la qualité qu'il veut mettre dans l'électronique. Et ça fait la différence sur le rendement, la fiabilité à long terme. Donc, tu sais, ces enjeux-là, nous, les consommateurs, quand on achète une voiture, on ne les voit pas. Mais ils sont là, ils sont présents. Donc, de ce côté-là, ben, c'est la même réalité. Il y a des constructeurs qui sont plus consciencieux que d'autres et qui vont vendre leur voiture un peu plus cher courageusement pour dire, si tu achètes mon produit, tu vas le payer plus cher un peu, mais tu vas avoir un bon rendement et une meilleure fiabilité, donc une meilleure valeur de revente éventuellement. Ça, c'est la stratégie que certains constructeurs ont, mais en général, la philosophie, c'est comment je peux faire un char pour qu'il soit le plus rentable possible à vendre. Donc, il y a beaucoup de constructeurs qui n'hésitent pas à couper dans les technologies nouvelles, dans leur qualité. Puis c'est ce qui fait la différence d'un constructeur à l'autre. Même chose pour les produits. Donc, tu me parles de l'automobile. Qu'est-ce que tu penses de l'automobile d'aujourd'hui? Je la trouve plus sécuritaire. Elle est beaucoup plus axée sur la protection de l'habitacle pour les gens qui sont dans la voiture, ça, les passagers. Elle est plus performante aussi, à quelque part. Elle a une meilleure tenue de route. Ouais. Elle est plus agréable à conduire, plus confortable. Les performances sont là, mais différemment, mais elles sont là. Il y a quand même de grandes qualités là, sur les voitures d'aujourd'hui qui sont nettement supérieures à ce qu'on avait il y a à peine 10 ans encore. Fait que les voitures d'aujourd'hui sont extraordinaires, mais plus capricieuses. Ça fait-tu un enjeu selon toi au niveau de la réparabilité de ces véhicules-là? Ben là, l'enjeu, il ne devrait pas y en avoir. C'est que c'est les constructeurs qui essaient de contrôler ce revenu-là, je te dirais. Parce que, tu sais, ça, c'est une autre affaire. Tu as Tesla qui arrive avec un nouveau modèle, puis de concessionnaire, juste des salles de montre, un petit atelier de réparation en arrière, mais si tu veux, on va aller réparer ça chez vous, ton auto. T'sais. Puis tout ça, là, toute cette chaîne-là, là, ça appartient au constructeur. Il n'y a pas d'intermédiaire entre les... Alors qu'un constructeur, il faut qu'il se préoccupe de la viabilité de son réseau de distribution, ses concessionnaires. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il établit un plan d'entretien pour te forcer à retourner voir le concessionnaire pour un changement d'huile à frein à 8000 km ou 12 000 km, alors que ça devrait durer au moins 48 000 km. Puis ça, c'est... Ah oui, facile. Là. Facile. Là. Très facile. Ah oui. Bon, alors, puis
on ne parlera pas des changements d'huile, de transmission, de différentiel, les liquides de refroidissement. Ça, tu sais, donc, il y a de l'abus de ce côté-là de la part des constructeurs, mais c'est encore une fois à cause de la structure qui me fait penser un peu aux dinosaures. Tu sais, c'est archaïque comme système, puis ils ne pourront jamais combattre un constructeur comme Tesla en maintenant cette structure-là actuellement. Donc, c'est un boulet pour eux autres. Ça, c'est une grosse difficulté que l'industrie de l'automobile a actuellement. Puis, il y en a d'autres qui bougent. Je parlais de Toyota. Ben, je disais dernièrement que là, ils sont en train d'inventer une nouvelle chaîne de fabrication, alors que le constructeur Tesla a implanté les fameuses presses de 9000 tonnes, puis qui permettent de mouler l'auto en 3 pièces. Ouais. Bon, ben là, Toyota reprend cette idée-là, assemble la base de sa voiture électrique, qui va partir toute seule après, sur le plancher des vaches, dans l'usine, pour être fini d'assembler. Il n'y aura plus de chaîne d'assemblage. Tu sais, des robots que tu vois là, par centaines, là, sur 5 km de long, là, tu ne verras plus ça. Là. Il n'y aura plus ça. Il va y en avoir à peine la moitié. Fait que, tu sais, on est en train d'assister à une réinvention de la fabrication. Puis ça, ben, c'est une bonne chose pour la qualité. Ça brasse avec nos voisins du Sud actuellement. Les États-Unis, on le sait qu'on est dans une espèce de guerre tarifaire qui peut être très difficile à éponger pour le Canada. Le domaine automobile, bien qu'au Québec, pour nous, il n'est pas encore... Dans le batterie, on veut s'implanter dans l'électrique, mais l'Ontario, c'est là qu'on construit actuellement le plus de voitures au Canada. C'est une plaque tournante de l'automobile canadienne. Comment tu vois l'industrie de l'automobile au Canada, là, c'est... Par rapport à l'échelle mondiale, c'est 1,7 %. Non, c'est pas grand-chose. Mais pour nous, au Canada, ça reste que pour l'Ontario, par exemple, c'est quand même une économie importante. C'est un peu mon point que je vais amener. Comment tu vois l'évolution de la construction automobile canadienne dans le futur avec tout ce qui se passe actuellement? Une grosse question aujourd'hui, hein? Elle se fait, la transformation en Ontario actuellement. Là, je veux dire, ils sont en train de construire des usines de batteries gigantesques, des nouvelles usines pour fabriquer des voitures électriques. Donc, je pense que la survie, si nos voisins arrêtent de péter des plombs là, pour tout puis pour rien, puis penser qu'on est en train d'abuser d'eux autres, c'est une farce monumentale, ça. Mais s'ils arrêtent de battre triper là-dessus, là, je veux dire, je ne verrais pas pourquoi ça ne continuerait pas. C'est une entente qui est bonne pour tout le monde. Puis, c'est unanime, ça. Tout le monde est d'accord sur ce principe-là. Puis, pourquoi taper sur ce qui marche pas? Fais-donc un effort, tape sur ce qui ne marche pas, bordel, puis règle les problèmes qui ne marchent pas ce qui marche. Fait que, tu sais, non, l'industrie a fait le tournant technologique, probablement beaucoup plus vite qu'on aurait pu le croire même. Mais elle a compris, l'industrie canadienne, que si elle ne le fait pas, ce tournant-là, c'est la mort. Fait qu'ils ont investi, puis ils ont bien fait de le faire. Que ce soit au niveau gouvernemental ou encore au niveau des constructeurs. C'est un pas dans la bonne direction pour éventuellement maintenir les emplois et continuer à rester dans la modernité au niveau de la fabrication automobile. Sinon, ça disparaît. On l'aura plus, puis ça va juste partir. Là, ouais, c'est ça. Puis, parce que, vois-tu, des fois, les gens me posaient la question, puis dernièrement, j'en parlais avec quelqu'un qui me disait pourquoi on a des usines canadiennes, dans le fond. T'sais, pourquoi on ne fait pas juste prendre ces usines-là puis les envoyer aux États-Unis, dans le fond, puis ça serait réglé, on n'aurait plus de problèmes tarifaires à gauche et à droite. Puis mon réflexe, ça a été de dire, parce que c'est une plaque tournante pour nous, dans le sens que c'est important pour l'Ontario, économiquement, c'est important, mais aussi parce que ça fonctionne actuellement. La chaîne d'approvisionnement fonctionne bien. Je veux dire, ça a toujours été. Ouais. Je veux dire, depuis que les Américains construisent des autos, on en construit pour eux, ou presque. Ça n'a pas pris grand temps après que Ford décide de lancer sa chaîne de fabrication que nous autres, en Ontario, on a commencé à en fabriquer pour eux autres. Je veux dire, c'est un échange commercial. Puis c'est du donnant-donnant. Je veux dire, quand tu es une super puissance industrielle et commerciale, comme celle qu'est les États-Unis, c'est normal d'avoir des échanges commerciaux avec les autres pays qui peuvent t'amener des atouts, soit en matière première ou encore en capacité de production supplémentaire, parce que toi, au niveau de ton infrastructure, tu n'es pas capable de produire plus. Mais ton voisin va travailler pour toi. Il va
va t'en faire plus d'autos, puis il va t'en faire plus d'avions, puis il va te faire plus de bateaux, puis de tout ce que tu veux. Tu sais, je veux dire, c'est un échange commercial. C'est juste une bonne façon de voisiner entre pays, tu sais. Comme entre voisins, quand on s'échange, passe-moi ta souffleuse, je suis mal pris, la mienne est brisée. Ça fait plaisir de se rendre service. C'est le même principe à l'échelle nationale. On aime ça, le partage. Hein? C'est important de garder ça, la relation voisinage aussi. C'est important. C'est une bonne chose. Pierre, j'ai envie de t'amener sur la polarisation de l'opinion dans le domaine automobile. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup maintenant. C'est très difficile. Méchante introduction. Des gros mots, hein? On se croirait quasiment à Radio-Canada. Mais... Mais j'ai envie de t'amener là-dessus parce que je trouve tellement que ça devient quelque chose sur les réseaux sociaux de juste, mettons, publier une nouvelle. Tu sais, sur RPM, on publie beaucoup de matériel, on amène des essais routiers, on amène des textes d'opinion aussi. Puis on voit à quel point c'est polarisé sur les commentaires qu'on va avoir, des gens qui vont être 100% en accord, des gens qui vont être 100% en désaccord, qui nous suivront plus, qu'on est des ci, qu'on est des ça. Est-ce que tu penses que ça a changé, ça, avec le temps? Non, c'est rendu pire que jamais. Je veux dire, plus important que jamais. Je dirais pas pire. C'est sûr qu'on a toujours tendance à regarder ceux qui jappent, là. Ouais. Mais il y a toujours place à la critique. Puis honnêtement, la critique, c'est ça la démocratie. Je veux dire, quand on émet une opinion, faut l'assumer. Faut être capable de l'assumer. On le sait que ça ne fait pas plaisir à tout le monde, mais ça fait partie du jeu. Toi, tu as ton opinion. C'est ça ton opinion. En tant qu'expert, entre guillemets, de la matière, c'est-à-dire, bon, dans ce cas-ci, on parle d'automobile. Bon, ben, moi, j'ai une opinion. L'auto, elle a ci, elle a ça comme problème. On ne recommande pas l'auto. Tu es d'accord ou pas? Ben, après, c'est ton choix. Tu sais, je veux dire, si tu n'es pas d'accord, donne ton point de vue, puis nous autres, on va le regarder. Mais je veux dire, quand c'est fait sérieusement, puis on tient compte des responsabilités qui viennent avec le fait d'avoir soit une opinion ou une recommandation, ben moi, je trouve que ça a sa place encore aujourd'hui plus que jamais. C'est-tu plus difficile, par contre, tu penses, pour... tu sais, puis je vais nous prendre un exemple parce qu'on travaille ensemble. Puis, tu sais, des fois, on réfléchit, par exemple, à un texte qu'on veut écrire. Puis moi, je travaille sur un dossier, je fais des recherches, des affaires. Puis je me souviens du premier podcast qu'on a fait ensemble. Tu m'avais dit, faut pas avoir peur. Tu sais, des fois, on a comme toujours la crainte d'avoir un retour négatif ou d'avoir quelque chose. Puis j'ai comme le sentiment, puis on l'a dit tantôt, tu sais, je suis plus jeune que toi, j'ai pas vécu non plus tout ce que tu as vécu. J'ai comme le sentiment qu'aujourd'hui, on dirait que c'est plus difficile que jamais parce que tu t'exposes tellement facilement via les plateformes sociales, via ce que tu peux consommer, qu'on dirait que vite, tu te fais stigmatiser. OK, toi, t'es un ci, toi, t'es un ça, puis là, ça devient comme difficile. On dirait que moi, c'est quelque chose que je vois de plus en plus. Non, moi, j'ai toujours subi ça aussi. Tu sais, à un moment donné, quand j'ai dit au monde, arrêtez d'acheter des GM, des Ford, des Chrysler, puis acheter des chars japonais, Toyota, Honda, Nissan, puis Mazda dans le temps, là, je me suis fait traiter de vendu à Toyota, vendu à Honda, vendu à Mazda. Moi, j'ai été vendu toute ma vie. Alors que c'est probablement, je suis le journaliste qui a le plus résisté à l'industrie au niveau de sa capacité financière à venir influencer nos points de vue. Donc, c'est pas nouveau. Puis aujourd'hui, ça paraît pire à cause des médias sociaux, mais ça a toujours été. Quand tu as une opinion, quand tu dis au monde, moi j'aime ça ou moi j'aime pas ça, tu provoques des réactions. Faut que tu t'attendes à avoir un retour de ça, puis c'est normal. Là où il y a des enjeux qui sont plus dramatiques, ça, c'est important de le spécifier, c'est que les médias sont énormément dépendants, plus que jamais dépendants des revenus de publicité. Puis les compagnies ont découvert ce pouvoir-là de jouer avec leur commandite pour influencer le contenu d'un média par rapport à un autre. Et ça, c'est dramatique et très dangereux. Qu'est-ce que tu veux dire? Écoute, on est mieux de ne pas dire ça parce que là, ce client-là, c'est un bon client chez nous. OK. Parce que là, s'il est fâché, ça se pourrait qu'il s'en aille ailleurs. Puis là, si on le perd, on va faire quoi? C'est normal en tant qu'homme d'affaires, disons-le comme ça, ceux qui décident, qui gèrent. Les entrepreneurs, là, oui. Mais toi, tu es un journaliste. Fait que tu es en confrontation avec ça total.
Et c'est ce que les médias vivent aujourd'hui qui est le plus dangereux pour la liberté d'expression. Ça t'empêche d'aller peut-être dans un sujet que tu aurais voulu montrer parce que tu fais plus la mission de base qui est de servir les gens. Tu fais plus nécessairement... En tout cas, tu l'as fait... C'est dilué. C'est plus dilué. C'est dilué. On voit aussi puis je t'amène sur ce sujet-là parce que ça m'intéresse de t'entendre là-dessus, mais on voit aussi qu'il y a une dépendance, puis je vais parler du domaine journalistique automobile. Il y a une dépendance aussi aux constructeurs dans ce qu'on va avoir comme nouvelles, comme essais routiers, comme véhicules qu'on peut mettre à l'essai. Puis dans cette relation-là qu'on a des fois entre les journalistes et les constructeurs automobiles, pour avoir maintenant un peu plus de millage derrière la cravate, j'ai déjà entendu, puis j'ai déjà vu des gens prendre des décisions journalistiques en conséquence de pas déplaire à quelque chose. Puis là, on a vu aussi le phénomène des influenceurs, qui là, ça arrive, ils sont sur les mêmes événements que nous autres au même moment. Oui, puis ça, là, c'est une farce. Ben oui, mais tu sais... Ça, c'est de la pub. Mais ça reste un influenceur, là... C'est de la pub. C'est un publicitaire. Ben oui. C'est quelqu'un qui fait de la pub. Puis il vient là pour juste plaire aux commentaires. Tu sais, tout est beau, tout est rose tout le temps. Ouais. Comment on joue cette ligne-là maintenant? Tu sais, la ligne de garder une relation qui fonctionne bien, parce qu'au bout de la ligne, on a quand même toujours ce besoin-là d'avoir accès à des autos, d'avoir accès à des lancements, d'avoir accès à... Ben, faut pas avoir peur parce que le constructeur va toujours accorder de l'importance sur ton influence dans le marché. Donc, nous, ce qui a fait notre force, c'est ça. C'est que le constructeur se fait très mal en essayant de nous manipuler parce que nous, on le cache pas. Puis on le dit au monde. Ben là, lui, là, tel constructeur, là, il veut pas me donner de char parce qu'il a peur que je critique son auto. Puis ça fait bien plus mal à la marque que ça fait mal aux médias. Puis il y aura toujours des constructeurs pour faire face à la musique. Moi, je me souviens de GM. À l'époque, là, j'étais dur avec eux, là. Tu sais, parce que j'avais pas le choix. Je pouvais pas les recommander le char à peu près dans 80% du temps. Tu sais, c'était pas recommandable. C'est gros, le 80%. Oui, mais écoute, as-tu pensé qu'est-ce qu'ils ont vécu avec moi? Mais à part quelques débats, à un moment donné, qui ont été houleux, parce qu'à un moment donné, il y en avait plein de casse, ils ont toujours reconnu que ce que je disais, c'était vrai. C'était un constat, là. C'était implacable. Donc, ils n'aimaient pas ça, mais ils ont toujours accepté tant que j'étais honnête. Tu sais, si à un moment donné, une fois j'ai fait une erreur sur un produit GM, je m'étais trompé. Puis ce que j'ai fait à ce moment-là, puis là, il m'avait rappelé le lendemain, ben écoute bien, wow! J'ai dit, écoutez, c'est mon erreur. J'étais revenu en ondes, puis j'avais dit à tout le monde, je m'excuse, là, cette information-là que je vous ai donnée, c'est pas ça, elle n'est pas bonne. Je vous donne la bonne, voici ce que je pense, voici pourquoi, puis qu'est-ce qui est différent de ce que je vous ai recommandé ou pas. Puis le problème était réglé. L'honnêteté, la justesse de l'information passe à travers de tout. De tout. Il faut être sûr de ce qu'on fait et de ce qu'on dit. Il ne faut pas que ce soit gratuit. C'est ça que l'industrie veut surtout. Que ce soit basé sur des faits. Puis, il y aura toujours des pisseux. Des pisseux, je parle des constructeurs automobiles pisseux, mais ce sera toujours, c'est comme dans la vie de tous les jours, il y a toutes sortes de gens. Bien, des constructeurs automobiles, il y a toutes sortes de constructeurs qui, derrière leurs belles images, sont pisseux. Tu sais? Donc, c'est comme ça, mais depuis 35 ans, c'est comme ça que je fais ça, puis ça ne changera jamais, ça sera toujours de même. Donc, il ne faut pas s'en faire avec ça. Il faut continuer, il faut persévérer, puis il faut croire dans ce qu'on fait, puis surtout d'avoir beaucoup de rigueur puis de respect pour l'industrie. Si tu respectes l'industrie en lui disant la vérité sur son produit, la vérité, c'est choquant parce que toi, tu as un produit à vendre. Les autres ne sont pas là pour se faire plaisir. Ils veulent vendre des autos. C'est des businessmen, c'est des gens qui font de l'argent avec la vente de leurs produits. S'ils ne peuvent pas les vendre à cause de toi, c'est sûr qu'ils vont tailler un méchant bout. Mais le jour où tu vas parler pour leurs produits parce qu'ils ont finalement mis la main sur le bobo et ils ont créé de quoi de bon, et là, ils vont t'aimer en tabarouette, par exemple. Ils ne diront pas un mot. C'est une relation un peu des fois amoureuse qui se développe. Là. Puis cette relation-là est importante également. Ouais. Moi, j'étais tellement content de me joindre à RPM pour cette raison-là. Au début, quand je voulais, là, je rêvais d'être chez RPM parce que je me disais, c'est le fun, c'est de l'opinion qui est claire, c'est des choses qui sont vraies. Moi, je pense que c'est encore la force de la plateforme, de toutes nos plateformes qu'on a actuellement. C'est ce qu'on essaye de plus possible de faire. Comment tu vendrais à quelqu'un l'idée d'RPM, mettons, aujourd'hui? Tu sais, un consommateur ou un auditeur de l'émission. Comment tu lui vends
ce que RPM fait? Ben, on n'a pas besoin de vendre RPM. Non, mais mettons, tu sais, des fois, il y a beaucoup de sources d'informations à gauche et à droite à cette heure. Tu sais, tu vas sur Internet, là, Non, les gens ont un très, très bon jugement. Ouais. Les gens. Il faut faire confiance au jugement des gens. Bon, il y a la gang de ticounes là, qui s'énervent là, sur les plateformes numériques. Ceux-là, c'est une autre affaire. Les autres, ils ont du fun à faire ça. Tu les laisses faire. Mais une personne qui a un certain sens de l'analyse ou qui prend le temps de lire ce qu'on fait, va voir tout de suite la différence avec les autres médias, puis va apprécier la netteté, la clarté de nos propos, puis de nos recommandations. Puis ça, les gens l'apprécient énormément, puis c'est pour ça que tout le monde dit que la télé est sur le cul au Québec, puis qu'il n'y a plus personne qui écoute la télé. Ben nos cotes d'écoute n'ont jamais été aussi bonnes qu'elles sont cette année. Fait que, tu sais, pourquoi? Parce que les gens apprécient la qualité du travail qu'on fait. Quand on est dans un monde de surabondance d'informations, tu recherches ce que tu penses qui est le plus crédible, puis tu élimines le reste parce que sans ça, ça n'a pas de fin. Alors, tu fais l'effort pour trouver les bons médias ou tu te laisses aller à lire n'importe quelle connerie sur le web, puis après ça, ben, tu sais, faire un jugement avec ça. Ça dépend de à qui on s'adresse. Nous, on s'adresse à des gens qui ont une certaine sensibilité à une bonne information pour faire des choix. Ça ne veut pas dire que ce qu'on leur dit de faire, ils vont le faire, mais ils servent de cet outil-là pour dire « Ouais, là, je suis bien averti que si je fais ça, RPM, il ne le recommande pas. Mais là, c'est mon chum qui me le vend. J'ai pas le choix. Mais au moins, je sais à quoi m'attendre. Tu comprends? Je suis pogné, là. Je suis pogné. Faut que je l'achète. Faut que je l'achète. T'sais, c'est à lui à concession. Là, je soupe avec là, de la semaine prochaine. Les gens, des fois, pas toujours le bon choix à faire à cause de la relation qu'ils ont avec d'autres mondes. Là, je parle en matière de consommation. Oui. Mais c'est pas grave. Il va avoir l'information. Il va savoir que... Fait que si, à un moment donné, son chum, il dit, ben non, il n'y a pas de trouble, il va pouvoir lui dire, ben moi, j'ai regardé RPM, ben excuse-moi, mais ce que tu m'as vendu, là, ça, c'est un problème. Règle donc. Fait que, tu sais, c'est ça. On est un outil pour le consommateur, pour l'aider à mieux comprendre l'automobile, puis essayer de faire un meilleur achat. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est important que les gens sachent dans quoi ils s'embarquent. Oui, parce qu'au prix que les voitures sont rendues, t'espères pas te tromper. T'espères avoir quelque chose qui va répondre à tes besoins pour longtemps. Là. Ouais. Ça, c'est bien important. Ben, c'est 10 ans là, maintenant, le parc automobile. Minimum. Moi, je pense que c'est rendu un minimum 10 ans. Il faut que tu te dises ça parce que la moyenne d'achat canadienne est autour de 64 000 pour un véhicule neuf actuellement. Là, c'est 64 000 $. Il y a une époque, là, c'était moyenne. Non, c'est la moyenne, mais à 64 000 là, c'était une voiture de luxe que tu avais. Tu roulais un méchant char à ce prix-là. Là. Wow, un Cadillac de 22 pieds de long. Ah, mais le monde sortait de leur cours pour te voir passer dans la rue. Là, non, c'est une autre époque. Là. Donc aujourd'hui, effectivement, ça, c'est super important. RPM évolue, RPM grandit. Moi, je suis rentré aussi pour le numérique. On fait le podcast maintenant. On est rendu avec une plateforme des réseaux sociaux, les ticounes de réseaux sociaux. C'est moi, ça, le ticoune de réseaux sociaux. T'sais. Ben, je veux pas être insultant. Ça m'insulte pas du tout. Là. Non, je trouve ça très sympathique. Ça me dérange pas d'avoir ce titre-là. Non, mais c'est vrai, je peux être blessant en disant ça, les ticounes des réseaux sociaux. Mais je dis, il y a des ticounes sur les réseaux sociaux. Oui, c'est ça, c'est pas tout le monde. Non. C'est ça, parce que j'y vais moi-même, à cause de toi puis Sylvain Raymond. J'y vais maintenant, tu sais. Puis Marie-France aussi, qui travaille avec nous autres. Puis l'équipe, tu sais. J'ai embarqué dans les réseaux sociaux, malgré moi. Puis j'y vois des choses intéressantes, tu sais. Comment tu vois le futur d'RPM, maintenant que, tu sais, on est dans un nouvel environnement, qu'il y a plein de choses qui se brassent? Comment tu vois le futur, la pérennité d'RPM? Je vais te répondre par regarder RPM de la saison prochaine. Depuis qu'on est ensemble, là, ça fait quoi, 1 heure, je sais pas trop. Là. Ah, ça fait 1 heure, là, oui. Bon, on parle de ça, là. On se dit... ça a changé, ça a évolué, la révolution. RPM aussi, il faut que ça se passe de même, là. Il faut que ça suive la parade. Fait qu'attendez-vous à une nouvelle parade, là, à l'automne. Là. Puis quelque chose de majeur, de très majeur, pour les consommateurs encore. T'sais. Pour eux. On le fait pour eux.
Fait que on s'attend à une évolution de l'émission. Mais là, je t'en dirai pas plus. Non, non, et puis écoute, déjà là, je trouve ça extraordinaire. Là, je suis même sur le choc. Là, moi, là, j'apprends des choses avec toi aujourd'hui. Fait que c'est super intéressant. Mais on parle d'une évolution de l'émission qui va suivre un peu cette nouvelle parade-là. Toi, mettons, quand tu regardes le marché automobile, puis on va conclure avec ça parce que je trouve ça intéressant, ta vision que tu avais. C'est juste une étape, dans le fond. On change d'étape. On a parlé de voitures autonomes tantôt. Mettons qu'on ramène ça du court terme. Pour les gens qui sont actuellement en train de magasiner des voitures, qui sont en train de. Qu'est-ce que je fais? T'achètes une voiture électrique. T'achètes une voiture électrique? Ben oui. Ah ouais, parce que surtout au Québec. Ouais. C'est le paradis de la voiture électrique. Il y a la Norvège, puis il y a nous autres. Tu sais, c'est pas compliqué. On a un réseau d'infrastructures pour supporter la voiture électrique qui est assez exceptionnel, même si elle est perfectible, c'est sûr. Mais il est quand même là. On a de l'électricité en abondance. Elle nous coûte pas cher en plus. Elle pollue pas. Les voitures électriques sont extraordinaires à conduire. Elles sont nettement supérieures à ce qu'elles étaient il y a à peine 3-4 ans. Elles évoluent. Beaucoup d'évolution. Puis là, chez moi, l'autonomie, puis que vous voulez pas arrêter 20 minutes quand vous faites un voyage par année. Tu sais, à un moment donné, l'automobile électrique redonne le goût d'utiliser la voiture. Puis les gens m'en parlent des fois, parce que des fois, c'est une question de budget aussi. Les voitures électriques sont généralement plus chères actuellement sur le marché. Pas tant que ça. Plus cher à l'achat, mais à l'utilisation. Puis tu calcules ça en mensualité, il n'y a pas une grosse différence quand tu tiens compte de tous les facteurs. Ben, ça dépend parce que tu prends une berline aujourd'hui, une voiture compacte. Tu vas chercher une voiture compacte XYZ, puis tu compares ça avec une voiture. Ça 35 000 là, quand tu es bien équipé. Ben, tu sais, mettons chez Kia avec la Coquette, t'en as une à 29 000 actuellement. Personne n'achète ça. Parle-moi d'un char que le monde achète. Non, mais on pourrait... Une Civic à 35 000. OK, 35 000. Mettons, on voit qu'une Civic à 35 000. OK? On compare ça, exemple, avec une voiture électrique qui va être autour de 50. Qui va être autour de 50. Mettons, facilement, on s'entend. Oui. Puis c'est pas tout le monde qui roule beaucoup par année non plus. C'est pas tout le monde qui font assez de kilométrage pour dire je rentabilise réellement le fait que je mets plus d'essence. Il y a du monde qui met du gaz une fois par mois dans leur char. Là. Tu me sors un argument bidon. Là. Ben non, mais non, c'est du vrai monde. Moi, je fais de la radio beaucoup, puis les gens me textent souvent. J'ai des gens qui me textent. Mais si tu prends ton char une fois par mois, premièrement, achète pas un char neuf. Non, puis deuxièmement, tu sais. mais je te dis, les gens. Casse pas la tête avec ça, la pollution. Il y a des gens qui font 10 km pour aller au bureau aller-retour, qui habitent pas loin. C'est pas eux autres qui ont un impact majeur. C'est ceux qui utilisent la voiture à 20 000, 24 000 km par année. Ces gens-là devraient s'en aller à l'électrique parce qu'on est dans le paradis pour ça, tout simplement. Puis, si tu tiens compte de l'entretien, des coûts d'entretien, des économies que tu fais en carburant qui tournent autour de 2500 par année, rien qu'en partant, ben, tu sais, sur 3, 4, 5 ans, tu y gagnes. Je comprends. Puis si tu la gardes plus longtemps, ben là, tu es gagnant de multiples façons. Et c'est sans parler, et c'est ça qui devrait nous préoccuper au premier plan. Maintenant, c'est l'environnement, c'est les émissions polluantes. Oui, absolument. Moi, je suis encore un peu... Je mets un peu plus d'eau dans mon vin là, avec ça, là, dans le sens que des fois, je comprends que pour des réalités de certaines personnes, ça ne fonctionne pas encore à 100%. Oui, c'est compréhensible. Ça, moi, j'y comprends. On est dans une transition. On est dans une transition. Puis moi, j'ai envie de répondre aussi des fois à des gens qui me disent, là, si je m'achète un char à gaz, y a-tu plus de valeur de revente dans 5 ans? T'sais, on a vu des non, gros je ne penserais titres. pas qu'il y ait de problème si tu prends le bon produit. Je suis 100% à la même place que toi là-dessus. Puis c'est pour ça que j'aime ça le dire ouvertement. T'as besoin. Sinon, je vais vous annoncer que c'est la fin du podcast RPM. Et plus. mais non, mais des fois, je trouve ça le fun de juste avoir un peu de réalité là-dedans. Je comprends que la voiture électrique, elle a avancé, mais je comprends aussi qu'il y a des gens qui se disent, ben moi, pour l'instant, je peux pas encore faire ce saut-là. Puis il faut avoir une certaine limite. Puis il existe encore des modèles thermiques sur le marché qui peuvent être extrêmement pertinents. Je t'ai parlé de la Civic. T'as une bagnole. Je suis d'accord. Même la version hybride de la Civic qui nous donne une conduite à 200 chevaux quand même. Là, ça avance, c'est plaisant. Là. Donc, il y a moyen d'avoir du plaisir avec ça. Donc, pour court terme, on vous dit que l'automobile est encore plaisante, du moins. C'est ça la conclusion que j'en fais. Et pertinente. Plus que jamais. Puis on espère que ça va continuer encore pour plusieurs années, cette aventure-là de voiture. Puis le prochain coup, on se parlera de transport en commun. Hey, je suis sûr qu'on va écouter. Hein. Le monde va se dépêcher d'écouter ça. Le troisième lien. Oui. Ça serait le fun. Ben, écoute, Pierre, t'as une troisième invitation qui s'en vient. Il y a une autre saison, puis je peux l'annoncer officiellement, mais on a une troisième saison de confirmée pour le podcast RPM. Fait que t'es encore pogné avec moi, même si des fois, je suis pas toujours d'accord. Mais écoute. C'est normal que tu sois pas d'accord. C'est important, là. De temps en temps.
Merci beaucoup, Pierre, d'avoir été là aujourd'hui. Salut. Toujours agréable. Pour ceux qui écoutent le podcast RPM, ben, si vous voulez réécouter le premier épisode avec Pierre aussi, c'est disponible sur toutes les plateformes YouTube, Spotify, Apple Podcasts. On est aussi sur le rpmweb.ca. Je veux toujours remercier Automobile en direct d'être avec nous pour faire ce podcast-là. Merci infiniment d'être là. Et je veux surtout vous remercier d'être à l'écoute. On a fait les comparatifs puis on a recalculé toutes nos statistiques d'écoute qu'on a eues dans la première saison. C'était incroyable. Jamais RPM à part ça. Non, mais je pense pas là, à côté RPM, mais on est content. Vraiment, ça va super bien. Les résultats sont là. Félicitations. Merci, merci à toute l'équipe, à Rachel, à Annie, tout le monde qui est avec nous là-dedans. C'est vraiment un beau succès, ce podcast-là, pour l'instant. Du moins, on est très contents. Puis merci d'être à l'écoute. Je vous aime, là. C'est vraiment le fun de jaser avec vous autres. Gênez-vous pas de nous commenter. Moi, je vous lis tout le temps. Je lis tous les commentaires tout le temps, même si des fois, ils sont pas fins, mais je les lis pareil. Fait que inquiétez-vous pas pour ça. Si vous voulez continuer à suivre le podcast, allez sur nos réseaux sociaux aussi, Facebook, Instagram. On publie chaque semaine des extraits des podcasts pour vous amener à comprendre un peu le sujet de l'heure qu'on va vous parler. Mon nom est Samuel Tremblay-Michaud et je vous remercie infiniment d'avoir été à l'écoute. Merci encore beaucoup, Pierre. Puis on se dit à bientôt. Bye bye, bonne semaine. Le podcast RPM vous est présenté par Automobile en direct. Automobile en direct, ton auto, on le direct.